J'aimerais commencer par un autre sujet qui nous préoccupe depuis de longues années. Ça devient un serpent de mer en PACA et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, c'est la pollution de l'air, la pollution atmosphérique, notamment due au transport. En tant que délégué CAP 21, je me suis penché déjà dessus. Cette pollution d'ozone qui revient tout l'été, où on compte les jours et on voit que les mesures ne se prennent toujours pas. Ça devient vraiment préoccupant. Et pour en parler, il y a Patrice Halimi qui est venu. Patrice, il est secrétaire général de l'ASEP, l'Association Santé Environnement France, et président de l'ASEP. C'est ça. L'Association Santé Environnement Provence. Il est médecin, chirurgien en pédiatrie, je pense. Il intervient aussi en premier parce que suite à cette réunion, il va encore partir opérer. Ouais, un peu. Non, Patrice est un ami qui dépense son temps sans compter, ce qui est vraiment, pour la bonne cause, c'est vraiment, et sans arrière-pensée surtout, ce qui est particulièrement rare dans le milieu de la politique et encore plus rare dans le milieu de la politique dans les Bouches-du-Rhône. Bon, pour résumer, notre air, il est pourri, c'est ça, mais personne ne fait rien. L'Europe nous condamne même à payer, mais ça ne suffit pas apparemment. Alors peut-être, Patrice, toi tu as des pistes pour s'en sortir enfin? Merci beaucoup. D'abord, je veux dire que je suis très heureux d'être là à côté de vous et je remercie Hakim de m'avoir invité. Ouais, je ne vais pas vous raconter qu'on est le département où on a le plus de pollution au dioxyde de soufre au niveau européen, vous le savez. Je ne vais pas vous dire qu'on a une malédiction, ça s'appelle l'ozone tous les étés, vous savez. Les étés, on a une espèce de marronnier ici. C'est-à-dire qu'il fait chaud, on a ensuite des gens qui viennent nous expliquer que c'est drôle, il y a des voitures, après c'est bizarre, nous avons les tentes de berre, après c'est extraordinaire, nous avons de l'ozone, et enfin un préfet quelconque, puisqu'il change, vient nous expliquer que nous devons diminuer de 30 km/h, alors que l'État a promu une thèse qui nous expliquait que ça ne servait à rien, et nous nous retrouvons l'été prochain avec les mêmes. Enfin, les mêmes, moins ceux qui sont morts, hein, parce que malheureusement, en dehors du fait que c'est assez amusant, il y a quand même une mortalité respiratoire liée à ce produit-là. Donc, mon idée, elle est, ce soir, quand Hakim en a parlé un petit peu, elle n'était pas de vous dire tout ce qui ne va pas et ce que ça entraîne. Honnêtement, je passe mon temps à essayer d'expliquer ce qui n'est pas bon, et je pense qu'aujourd'hui, et peut-être que l'avenue de Corinne Lepage ou l'avenue d'autres gens, c'est pour essayer de qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Et ça, je pense que c'est capital de l'écouter et d'écouter les gens qui pourraient nous proposer une voie différente. Parce que vous savez, on est dans un département particulier ici. On est dans le département de la Seine-Victoire et de l'étang de Berre. On est dans le département de Marseille, les Calanques, et en même temps, on est dans le département où à Aix-en-Provence, on n'a pas de plan de déplacement urbain, et tout va très bien, Madame la Marquise. On est dans le département où on a le début de la Camargue, et c'est magnifique, et en même temps, et je dis bien en même temps, on se retrouve avec le taux d'asthme le plus important de France. Donc, on est un département paradoxal. Sommes-nous des gens paradoxaux, et moi, en tant que bon Marseillais, j'ai fait mes études au lycée Nord, ça ne me choque pas d'être étiqueté comme paradoxal. Ce qui me gêne, et vraiment c'est pour ça que je suis content d'être là, c'est qu'en fait on nous le fait chaque fois et chaque année, et à longueur de colloques. Vous savez, ces fameux colloques où on vient, il y a un médecin malheureux qui pleure, un sociologue triste qui vous raconte qu'on ne devrait pas prendre la voiture, après un homme politique brillant qui vient de vous dire ça se fera plus, on prend tout sa bagnole et on rentre à la maison. Ben, globalement, je trouve que voilà, on en a assez, et que oui, il faut un souffle différent. Oui, par exemple, je ne comprends pas comment on peut nous proposer FOS XXL, c'est-à-dire qu'on va multiplier le nombre de camions, et on nous explique que c'est normal et c'est mieux, mais enfin, les gens qui vivent là-bas, quand est-ce qu'on leur a demandé leur avis? À Aix, on nous explique qu'on va diminuer la voiture, on va faire une Zappa. Bien sûr, vous savez ce que c'est, une Zappa, mais en même temps, on fait un parking dans le centre-ville. Donc là aussi, il faut m'expliquer qu'on fasse des parkings pas pour les voitures, ça va être compliqué pour moi. Et cette espèce de schizophrénie, qui est de ne pas regarder des conséquences sanitaires. Vous savez, la première chose, avec mon ami Pierre Souvet, quand on a fondé l'association qui nous a laissé sans voix, lorsque vous faites un plan de déplacement urbain, il n'y a nulle part un impact sanitaire. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas prendre ça le seul critère, mais on pourrait juste regarder ce qui se passe. Et on parlait autour d'Aix, à qui me connaît bien l'école de la Barque. L'école de la Barque, madame, je vous le dis, c'est une école qui est dans une croisée de routes, autour d'autoroutes, où les taux sont des taux les plus importants d'Europe.
où les enfants de la barque, je dirais, bénéficient de cette pollution, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est à longueur d'année, et alors rien. Et c'est pour ça que moi, qui suis qu'un militant associatif, il y a un moment donné où je me suis dit il fallait pousser un petit peu plus loin, interpeller, parce que c'est vrai que je ne peux pas en tant que médecin me contenter de donner 2 Ventolin, 3 cachets et rentrer à la maison. Vous savez, les chiffres sont difficiles à savoir, vous le savez mieux que moi. Mais lorsqu'on s'est amusé à savoir qu'est-ce qu'ont les gens d'ici, le taux d'anti-asthmatiques, vous savez, les médicaments qu'on prend contre l'allergie, en France, c'est à peu près de 10%. C'est-à-dire qu'un Français sur 10 en consomme. Autour de l'étang de Berre, ils sont 1 sur 5. Alors, soit ils aiment particulièrement le goût, et dont acte, soit les visiteurs médicaux de l'étang de Berre sont particulièrement efficaces, dont acte, mais personnellement, je vois d'autres explications. Et puis, on est dans une période où on nous explique beaucoup le coût de la santé. Et moi, j'ai quand même été très étonné que la communauté européenne nous renvoie ce chiffre de 863 € par Français lié à la pollution atmosphérique. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup quand vous payez 1 € par consultation ou 18 € par examen. Il y a quelque part cette espèce de paradoxe, de schizophrénie. Alors voilà, je ne veux pas vous gâcher la soirée, sûrement pas. Mais je crois que oui, il y a un moment donné où il faut passer à l'acte, et sans doute il faut en appeler à des politiques publiques différentes, et des politiques publiques qui mettent 2-3 valeurs en avant, et qui ne sont pas des politiques publiques de compromission, où on veut faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques ou Jean, et à un moment donné on fait plus plaisir à plus personne. Enfin, et comme celui qui ne parle jamais, les sans-voix, ce sont les bébés, et je le rappelle, on a fait une étude poussette à Aix, où on a mis des capteurs dans les poussettes, ben on a vu qu'il n'y avait aucun endroit, dans aucun horaire, qui répondait, non même pas à l'objectif européen, madame, on aurait été trop content, mais juste à la valeur française. Donc, à un moment donné, la voix des sans-voix, il faudrait peut-être qu'on l'entende, parce que c'est notre avenir. Voilà, merci beaucoup. Oui, des remarques, une réaction. Je voudrais peut-être intervenir sur ce sujet, puis peut-être revenir aussi au sujet qui nous réunit ce soir. La question de la pollution de l'air, c'est un sujet auquel personnellement je suis très sensible, puisque j'ai fait voter la loi sur l'air en 1996. 30 décembre 1996. Le problème, c'est que c'est une loi qui n'a jamais été appliquée. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, tout à fait juste, et non seulement on n'applique pas la loi française, mais on applique encore moins, j'allais dire, tous les textes communautaires et les normes qui devraient être respectées. Donc en réalité, la question qui est posée à travers la pollution atmosphérique, et on pourra poser la même sur d'autres sujets énergétiques, c'est de savoir pourquoi dans ce pays, on est finalement incapable d'appliquer les textes auxquels on souscrit ou que l'on vote. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a un pouvoir qui est finalement plus fort que le pouvoir politique et le pouvoir de la loi, puisque le pouvoir de la loi, c'est censé être la représentation de notre volonté à tous, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'il y ait des pouvoirs suffisamment puissants pour faire en sorte que quoi qu'on décide, quoi qu'on vote, ça ne s'applique jamais? C'est le problème. Pourquoi? Donc ça renvoie effectivement à des questions beaucoup plus profondes d'organisation de la société, de poids des lobbies économiques, de la manière dont ils sont en capacité, aidés par un certain nombre de fonctionnaires d'ailleurs, de bloquer l'application de textes pour faire en sorte que précisément les choses n'avancent absolument pas. Et donc, la loi sur l'air, par exemple, elle a une disposition qui prévoit qu'en cas de pic de pollution, eh bien, il faut interdire la circulation. Ce n'est jamais appliqué. Jamais. Ça a été appliqué une fois par Dominique Voynet en 1998. Plus jamais depuis. Jamais. Donc on en revient à baisser votre vitesse, des choses comme ça. On a un déficit majeur de la sécurité sociale, vous le rappeliez, docteur, à juste titre. On ne se pose jamais la question du lien entre les pathologies et nos comportements. Il y a eu en 2001-2002 un truc assez intéressant qui a été fait par M. Boiteux, précisément sur le coût de la route en France. Et à l'époque, il était arrivé à montrer
que le coût de la route pour la sécurité sociale était à peu près l'équivalent à l'époque du déficit de la sécurité sociale. Voilà, donc si vous voulez, cela montre bien que, quelles que soient les belles paroles, la question de la santé n'est pas la priorité. Le raisonnement rationnel autour de qu'est-ce qui coûte et ce qui rapporte n'est en réalité pas un raisonnement appliqué, et que c'est bien en fait des rapports de force entre ceux qui ont un intérêt économique à ce que ça aille dans une direction et les autres qui continuent à s'appliquer. Et donc en fait derrière tout ça, c'est un vrai problème démocratique que nous avons. Pourquoi est-ce que les autres sont capables d'appliquer les normes communautaires? Ils sont comme nous, il y en a même qui sont plus au sud que nous. Ils sont comme nous, ils ont des voitures, ils ont des villes, ils ont tout comme nous. Mais eux, ils appliquent et nous pas. Donc on a un problème. On a un problème, effectivement, de fonctionnement du système politique en France. On n'est pas là pour en parler forcément ce soir, mais il faut bien comprendre que tous ces sujets-là, ceux qui veulent savoir, ils savent. Les chiffres sur la mortalité, on les sait. Le fait qu'on ne respecte pas les normes, on le sait. Le fait que ça coûte cher, on le sait. Et pourtant, on décide de continuer. Pourquoi? Voilà. Et je pense que c'est un sujet dont chacun d'entre nous, on doit mettre conscient. Alors on peut dire que nous avons tous aussi une part de schizophrénie. Vous le disiez vous-même, docteur, en disant on discute et puis après chacun prend sa voiture, rentre chez lui. Oui, c'est vrai. C'est exact. Il y a une part de schizophrénie chez chacun d'entre nous. Mais cette part de schizophrénie, elle est aussi alimentée par deux choses. D'abord, c'est le désir que l'on crée. Je pense notamment avec la voiture. Le désir que l'on crée chez chacun d'entre nous de vivre et d'avoir un comportement d'une certaine manière. Et deuxièmement, c'est l'impossibilité de disposer de solutions alternatives. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire autrement. Simplement, ils n'ont soit pas la capacité technique, soit pas la capacité financière de le faire. Donc, le rôle de l'État et des pouvoirs publics, c'est précisément de donner la possibilité des alternatives. C'est ça le vrai sujet. Voilà, moi, la manière dont je vois. Alors, je suis très frustrée, comme vous, parce que je me suis enquiquinée à faire voter une loi. Ça a été extrêmement dur, c'était le parcours du combattant. Et je me rends compte avec 15 ans de recul qu'en dehors de la mesure de la pollution de l'air, on a un peu progressé. Sur le reste, c'est rien. Absolument rien. On a mis 10 ans pour sortir un décret d'application sur les conduites cheminées. Parce que pour sortir du chauffage électrique, qui nous ramène au sujet du nucléaire, j'avais fait voter dans la loi une disposition qui prévoyait obligatoirement que chaque nouvelle construction devait être dotée d'un conduit de cheminée. C'est de bon sens. Si vous voulez autre chose que de l'électricité, il vous faut un conduit de cheminée. À l'époque, il n'y avait pas encore tellement de photovoltaïque, de solaire thermique. Eh bien, EDF s'est débrouillé pour pendant 10 ans bloquer le texte, ce qui fait que c'était interdit. Et donc, on continue à construire des maisons sans conduit de cheminée. Voilà mais c'est un grand sujet. Et les questions de santé publique et de santé environnementale sont de très grands sujets qui intéressent de plus en plus nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est plus sous l'angle alimentaire à cause de l'Escherichia coli et du reste. Mais c'est un sujet global. Voilà, si vous partagez, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Juste un petit exemple pour souligner ce que vous disiez. Si vous êtes aixois et vous voulez aller en transport en commun à la gare TGV d'Aix, si vous voulez dans Aix, c'est 1 €. Et la gare, elle est sur le territoire d'Aix. Mais si vous voulez aller à la gare TGV, c'est 3,60 €. Donc c'est 2,60 €, c'est les kilomètres les plus chers du monde. Et si vous voulez aller jusqu'à Vitrolles, ce qui est 5 km plus loin, ça fait 5,20 €. Alors oui, les gens ils prennent leur voiture pour aller à la gare TGV, parce que c'est hors de prix. Donc je vous entends, et même plus que ça, vous avez complètement raison. La question est comme on était à la fois incitatif, parce qu'il y a une idéologie sociale de la bagnole, et on le sait bien, et moi le premier, et là, mon premier acte de liberté à mes 18 ans, ça a été d'avoir le permis de conduire. Donc, mais on ne pourra pas sortir de cette schizophrénie si on ne m'offre pas une alternative. Lorsque je vais à Paris, il ne me viendrait pas l'idée de louer une voiture. Je prends le métro comme tout le monde. Honnêtement, j'habite Vitrolles, je travaille à Aix. Pour ceux qui ont envie de venir avec moi prendre le bus,
l'autre bus et ensuite le dernier bus, honnêtement, je ne suis pas à la clinique tout de suite. Rajouter ne serait-ce que le déplacement entre Aix et Marseille, axe majeur, principal, avec une autoroute totalement surchargée. Cela fait une dizaine d'années au moins qu'on se bat pour qu'une troisième voie soit réservée uniquement aux bus, qui d'habitude, en ce moment, reste coincé dans les bouchons comme avec les autres. Mais ne serait-ce que cette troisième voie de bus, elle n'est pas faisable. C'est une question de budget, c'est le Conseil général qui bloque, une fois c'est inadmissible. Les alternatives ne sont pas proposées, donc comment changer les comportements? Et pourtant, ça peut fonctionner. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet de changer les comportements. Si tu veux bien, on peut peut-être passer au nucléaire, parce que c'est aussi une manière de changer les comportements. Vous voyez. Et de parler de l'énergie plus généralement, puisque